ce moment et merci effectivement d'avoir pu nous rejoindre, Christophe et bien sûr Sabine qui commence à avoir ses habitudes sur Happyvisio. Je vous laisse reprendre la main. Bien sûr, je vous mets tout de suite votre présentation, mais avant cela, je vais quand même vous laisser vous présenter tous les deux. Merci Alexandre et merci de nous accueillir sur Happyvisio. Merci aussi à la MMJ de nous permettre de parler d'un sujet plus d'actualité, puisque nous parlerons du burn-out sous l'angle de la prévention. Et aujourd'hui, nous aborderons la prévention du burn-out à travers l'épanouissement de nos intelligences multiples. Alors, juste pour me présenter en quelques mots, donc moi je suis psychologue du travail spécialisée en souffrance au travail et en trauma psychique et j'interviens dans la fonction publique notamment en ayant vraiment à cœur vraiment de développer la prévention. Voilà, prévenir pour éviter d'avoir à guérir, même si le soin fait partie aussi de mes activités. J'ai souhaité inviter Christophe Bourgois-Costantini pour ce troisième volet parce qu'il m'a semblé pertinent d'aborder ce sujet des intelligences multiples parce que force est de constater dans les prises en charge que j'ai dans tout ce qui concerne l'épuisement professionnel, le burn-out, on verra qu'il y a comme un assèchement d'une partie de nous-mêmes et qui fait qu'on surinvestit le travail au point finalement d'en tomber malade. Donc pour éviter cela, on va voir comment prendre soin de nos intelligences. Christophe, je te laisse le soin de te présenter. Bonjour à toutes et tous. Je suis effectivement coach de vie après une formation HEC, mais dans une autre vie, j'ai été ingénieur agronome et puis surtout entrepreneur pendant 30 ans. J'interviens avec des champions, comme des gens pas connus. J'ai collaboré avec des gens comme Raphaël Nadal, comme François Pinault, comme Thierry Marx, mais aussi des gens ou des enfants, des adolescents plutôt. J'écris également des livres. Je sors mon troisième livre là dans un mois, toujours sur les intelligences multiples. Le troisième livre, c'est sur l'auto-coaching. Et donc, effectivement, je suis un passionné de ce concept des intelligences multiples et je le vois au quotidien en coachant des gens, que c'est vraiment un outil qui est très, très puissant pour éviter le burn-out et pour changer de vie. Alors, ouais. Merci Christophe. Donc, on va maintenant vous présenter la prévention en lien avec les 10 intelligences, avec un petit cheminement sur votre route des 13 heures. Donc, le burn-out, je viens de l'évoquer, hein, le but est vraiment de vous donner des outils de prévention. Donc, on va parler de l'intelligence. On va parler ensuite du concept des intelligences multiples. Et puis ensuite, nous verrons ensemble chacune des 10 intelligences, à savoir de quoi on parle, comment les épanouir dans sa vie en général et comment les épanouir au travail pour prévenir le burn-out. Alors, l'intelligence, Christophe, de quoi parle-t-on lorsque nous évoquons la notion d'intelligence ? C'est tout le problème, ma chère Sabine. Si on demandait à chacun des gens qui nous font l'honneur de nous écouter qu'est-ce que l'intelligence, on aurait autant de définitions différentes. La problématique, c'est quand même le cartésianisme en France, c'est la prédominance des data et de la rationalité. Comment on en est arrivé là, en fait? Mais lorsqu'on était au bord du Tigre et de l'Euphrate et qu'on était Homo sapiens sapiens, on avait plein d'intelligence. On avait une intelligence spatiale pour se repérer, on avait une intelligence relationnelle, on avait une intelligence spirituelle, on avait une intelligence naturaliste, on savait comment se nourrir. Et tout ça, chut, est parti avec l'invention de l'agriculture. Il fallait compter les blés, gouverner, c'est prévoir, donc il faut des datas, l'invention de la lentille, et Descartes arrive derrière tout ça en disant « je pense, donc je suis », donc il y a déjà séparation de la tête du fameux mental qui ne veut rien dire et du corps. Derrière, on va avoir le taylorisme avec une forme de motivation extrinsèque. Tu bosses bien, je te récompense. Tu penses pas bien, je te mets dehors. Mais toujours à l'aune des datas, à l'aune de la performance, à l'aune des chiffres. Et en fait, on en est arrivé, et même l'école en est arrivée, à pousser simplement une seule intelligence, alors que toutes les recherches montrent que nous sommes venus au monde, tout le monde, avec 10 intelligences logées dans le cerveau. Des intelligences qu'on avait avant. Et vous vous rendez compte, on arrive même à un concept comme le QI. Comment juger une personne en 1 heure?
Vous savez, cette fameuse courbe de Gauss où d'un côté, il y aurait les quiches, soi-disant, entre 0 et 80, les mecs un peu intelligents comme moi entre 80 et 120, et les génies comme toi, Sabine, et les gens qui nous écoutent entre 120 et 180. Mais je me souviens d'une anecdote. J'étais ingénieur agronome, j'étais tout fier d'avoir fait maths sup, maths spé. Je vais chez un paysan et je vois le paysan partir à 11h30 du soir prendre son tracteur. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, Maurice? Il me dit, mon gars, je vais semer. Je lui dis, pourquoi tu vas semer? Va te coucher, on fera ça demain. C'est la pleine lune, mon gars. Je dis, et alors? Je vais avoir 15% de rendement en plus, mon gars. Ça, je ne l'avais jamais appris à l'agro. Le problème de ces grandes études, c'est qu'on n'est plus dans le vif, le vivant et ce qui se passe autour de nous. Donc, la très grande nouvelle, je trouve, c'est qu'on vient au monde avec 10 intelligences. Et ça, c'est un sacré outil pour prévenir du burn-out ou d'autres choses. Alors, on va effectivement voir en quoi l'épanouissement de ces 10 intelligences peut être vraiment un levier de prévention du burn-out. Alors, point d'interrogation, parce qu'effectivement, on va tenter de répondre à cette question-là en abordant chacune de ces intelligences. Christophe, donc la cornemuse. Alors, non, j'utiliserai cette image en conclusion, ma chère Sabine, si tu veux bien, mais effectivement, comment avoir confiance en soi à partir du moment où on est jugé qu'à l'aune de quelque chose de quantitatif? Tout est de plus en plus dans le quantitatif. Alors qu'encore une fois, les intelligences dont on va parler, c'est du qualitatif, c'est du sensible. Et ça correspond exactement, parce que je fais énormément de travaux en étant connecté à Harvard, à Palo Alto, je regarde beaucoup les études sociologiques, c'est formidable, du CNRS ou d'autres. Et en fait, toutes les études montrent que depuis 10 ans, dans le travail, la réelle motivation maintenant qui va compter pour les gens, ça va être le bien-être au travail. Ça ne va pas être l'argent en fin de mois. Bien sûr que ça aura une importance. C'est comment mon patron, comment l'organisation dans laquelle je travaille, comment mon chef va pouvoir me mettre à disposition des moyens d'être heureux. C'est très Spinoza comme philosophie, mais on est complètement dans cette philosophie, c'est-à-dire que cette génération qui arrive, c'est la joie qui les motive. La joie de se connaître, la joie d'entreprendre. C'est cette fameuse motivation intrinsèque. Alors, on va voir effectivement pour bien cheminer sur, comment, si je vais dans le mauvais sens, ça ne va pas aller, le concept des intelligences multiples qui a été élaboré par Gartner. Alors, 2 petits mots seulement, Christophe, pour qu'on ait le temps de développer. Howard Gardner, chercheur à Harvard, il publie un livre absolument sensationnel dans les années 80 qui s'appelle Frames of Mind. Ça, c'était avant tous les progrès de l'imagerie médicale. Et depuis, de plus en plus, on a réussi à localiser des zones, parce qu'une intelligence, elle n'est pas localisée à un endroit, mais c'est plutôt il y a énormément de choses, par exemple, dans le cortex préfrontal. Et donc, on a une preuve scientifique, si vous voulez, de ce concept des intelligences multiples. Là, on va aborder déjà l'intelligence verbale, qui est donc, en quelques mots, Christophe. Donc, il n'y a pas d'importance dans cet ordre de présentation. L'intelligence verbale ou verbo-linguistique, encore une fois, qui est en chacun d'entre nous, c'est cette faculté, en fait, de lire, d'écrire, de comprendre le sens des mots, d'apprendre des langues, d'apprendre à communiquer. Vous avez toutes et tous autour de vous, vous voyez des gens plutôt à l'aise avec les mots, avec le verbe, avec le langage. Mais on l'a en nous, j'en suis la preuve vivante. J'ai eu 4 en français au bac et 6 en philo. J'étais une quiche et j'en suis à mon 8e livre, et dont des livres qui ont été primés. Et tout ça, vous pouvez le faire. Donc, c'est ça l'intelligence du verbe et du langage. Alors justement, au niveau professionnel, comment est-ce qu'on peut mettre en exergue l'épanouissement de l'intelligence verbale? Eh bien, il y a plusieurs façons de faire, mais déjà communiquer, et communiquer comment? Communiquer de façon non violente en pratiquant l'écoute active au maximum, l'écoute active qui est une méthode de communication à la portée de tous et qui permet vraiment non pas de communiquer et d'écouter pour répondre, mais d'écouter pour comprendre l'autre dans sa réalité. On va aussi avoir à l'esprit de créer le plus possible d'espace de régulation émotionnelle. On l'a vu dans les deux épisodes précédents, la régulation émotionnelle, parce que oui, on a des émotions au travail et oui, en parler, c'est déjà les traiter. Permettre l'expression de ces émotions, c'est très important, puisque effectivement, ça va même être riche d'un terreau pour la créativité, la flexibilité au travail. Favoriser bien sûr les espaces de co-construction. Prendre le temps de cette co-construction, c'est en gagner
pour l'avenir de l'organisation. Échanger et non discuter, je crois que c'est des termes qui te sont chers, Christophe, du coup. Mais oui, parce que vous allumez la télévision, vous écoutez la radio, tout le monde discute dans ce pays. Ah ça, on est les champions du monde de la discussion. Il faudrait peut-être une discipline olympique d'ailleurs, on serait sûr d'avoir la médaille d'or. Mais quand on discute avec quelqu'un, d'abord discuter, il y a le préfixe séparatif 10 en latin, c'est-à-dire disjoint, disparate, on ne l'écoute pas en fait parce qu'on essaye de suivre notre idée. Échanger, c'est totalement différent. On a le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un au boulot ou dans une famille. La personne est en droit de penser ce qu'elle pense, je suis en droit de penser ce que je pense. Ça, c'est fondamental. Par contre, comment est-ce qu'on peut faire? Sur un sujet compliqué, par exemple, et ça évite donc les dysfonctionnements, vous dites à la personne, écoute, demain soir, par exemple, à 18h, tu vas venir exposer ton point de vue sur ce sujet qui nous divise. J'aurai interdiction de t'interrompre. Je peux éventuellement poser des questions de précision sur certains mots que tu vas employer, mais tu parleras jusqu'à plus soif. Une fois que la personne eut parlé, 2 jours après, vous faites l'inverse. C'est à vous de parler et l'autre personne n'a pas le droit de vous interrompre. Elle ne peut poser que des problématiques de précision. Mais l'intérêt de cet outil, c'est que déjà quand vous parlez à voix haute tout seul, que votre cerveau sait que vous n'allez pas être interrompu. Vous êtes beaucoup plus fluide et vous comprenez déjà par vous-même, ça s'appelle le pep talk, comme un autodialogue, ce que vous êtes en train de dire. Mieux, la personne qui reçoit ce message, puisqu'elle est totalement à l'écoute, elle va sentir en fait des petites dissonances dans ce que vous allez dire. Elle va comprendre où sont vos peurs, etc. Et ça change tout. Il faut absolument, dans les organisations, favoriser l'échange et bannir le terme de discussion. Et ça, c'est important et ça peut se pratiquer dans nombre de situations professionnelles, effectivement. Et familiales. Comment? Et familiales. Et familiale. Alors là, on est plus dans le travail, effectivement, dans tout ce qui est prévention du burn-out. L'écriture cathartique aussi, on le sait, quand on écrit, c'est une forme d'intelligence verbale aussi, et on va se créer des brouillons parce que effectivement, souvent, si on réagit à chaud, on va avoir peut-être trop d'émotionnel ou autre. Donc, c'est important d'écrire, de se relire, de mettre en brouillon, voire même de faire lire par quelqu'un ce qu'on a écrit pour entendre ce qu'on a écrit. Et ça a vraiment des vertus de traitement des émotions, mais aussi d'aller vers une communication non violente. La communication non violente et l'écoute active, on emploie toujours le jeu et on est toujours légitime de penser ce qu'on pense, de ressentir ce qu'on ressent. Donc, il faut pouvoir recevoir ce que l'autre pense et ce que l'autre ressent pour le mettre effectivement ensuite en construction. Donc, voici pour l'intelligence verbale. Oui. Moi, une petite précision sur réfléchir à voix haute. C'est un exercice qui s'appelle le pep talk, qu'emploie très souvent le champion Djokovic de tennis. C'est-à-dire se parler à voix haute devant un miroir. Ça change énormément de choses. Lui, c'est ce qu'il fait. On lui reproche beaucoup quand vous le voyez partir au bout de 2 sets ou d'en prendre sa douche, soi-disant. Non, en fait, il fait du pep talk. C'est vraiment cet exercice très simple de se parler à voix haute, soit en marchant, soit devant un miroir. Alors, l'intelligence logico-mathématique, donc en quelques mots, de quoi parle-t-on, Christophe? C'est l'intelligence rationnelle, celle des chiffres, du raisonnement, de la logique, celle qui malheureusement nous envahit partout, qui est essentiellement quantitative, assez peu dans le sensible. Et j'ai d'ailleurs 2 exemples, je crois, après à vous donner. Si vous voyez ces avions, ça, ce sont des avions qui rentraient en 1943 après avoir bombardé l'Allemagne. Donc, ils se posaient sur les terrains gazonnés anglais. Et là où vous avez les points rouges, c'est là où les avions ont pris des impacts de balles ou d'obus. Et qu'est-ce qu'a fait le général gradé, donc le plus intelligent? Il a dit à ses équipes, vous allez renforcer là où il y a les points rouges. Et puis, il y a un mécanicien qui est arrivé, vraiment malin, qui a dit, mais attendez, si les avions sont rentrés et les autres avions ne sont pas rentrés, c'est que les autres avions ont été touchés là où il n'y a pas les points rouges. Donc, il faut au contraire renforcer là où il n'y a pas les points rouges. Et vous voyez, la logique mathématique, c'est ça le problème, c'est qu'elle apporte des biais. Elle apporte des biais cognitifs. Je vous donne un autre exemple. Il y avait un type formidable en 1840 qui s'appelait Joshua Redman. C'était un pasteur hollandais qui essayait d'évangéliser le Kenya. Il était à côté du Kilimandjaro, donc il avait appris le Swahili. Et à un moment donné, il entend un mot qui dit Bererbi, Bererbi, Bererbi. Et il comprend que c'est de la glace et de la neige.
Alors, il va vite voir le gouverneur qui était à Mombasa, parce qu'à l'époque, ça s'appelait le Tanganyika Zanzibar. Le gouverneur lui dit, mais mon pauvre imbécile, il n'y aura jamais de neige en Afrique, vous êtes vraiment un idiot, dégagé. Le type insiste, le gouverneur envoie un courrier à la Smithsonian Institute, c'est-à-dire c'est le Graal de la logique mathématique, hein, c'est là où il y avait tous les génies anglais, etc. Et les types disent, sont catégoriques, il ne peut pas y avoir de la neige en Afrique. Et le gars, il y a été, il a monté une expédition avec les moustiques, la jungle, c'était pas le Kenya de maintenant, hein, et il n'avait pas d'appareil photo. Il a dessiné ce toit enneigé du Kilimanjaro, qui était un peu sa seule preuve. Mais l'histoire raconte qu'il a failli se suicider parce que personne ne le croyait. La logique avait dit, ce n'est pas possible. Les limites et les biais qui sont engendrés par effectivement cette obsession un peu gestionnaire, hein, qu'on pourrait appeler obsession gestionnaire. Par exemple, aujourd'hui, on nous demande beaucoup de reporting, d'objectifs, de pourcentage d'atteinte des objectifs, mais si on n'y met pas de sens et si on ne lit pas ces exigences logico-mathématiques avec du sens et donc de l'intelligence verbale, on ne peut pas fédérer autour de quelque chose de constructif et de protecteur. Et au contraire, on va être un facteur précipitant de l'épuisement professionnel. Donc, c'est très important de donner du sens à ce qu'on demande au niveau des exigences gestionnaires. L'intelligence existentielle, Christophe. Celle-là aussi, on est venu au monde, on peut imaginer que lorsqu'on était Homo sapiens, on pensait à des dieux, on pensait à la force de la nature, etc. C'est tous ces gens qui, en fait, sont curieux de la mort, curieux de la philosophie de vie, de la spiritualité, de la religion, du cosmos. C'est surtout dans une période comme actuellement, on a besoin en fait d'essayer de se reporter vers une existentialité qui est plus forte que le quotidien en fait. Et c'est à la portée de tout le monde. C'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est ce qu'on appelle le chemin, Sabine. Le chemin, c'est-à-dire que les gens en fait, ils font un métier et ils pensent que c'est une finalité le métier qu'ils font. Non. C'est juste un moyen. Quand j'en parlais avec Rafa, il me dit, moi, le tennis, c'est juste un moyen de me connaître. Et c'est exactement ça le but de la vie. C'est l'intelligence existentielle, c'est que chacune et chacun qui écoute cette conférence puisse se dire, mais dans tout mon parcours de vie, en fait, qu'est-ce que j'ai fait depuis mon enfance? Eh bien, vous verrez qu'en repoussant l'éléphant, vous allez trouver un lien. Vous allez vous approcher de ce fameux chemin. C'est ça l'intelligence existentielle. Alors justement, l'intelligence existentielle au travail, on va pouvoir la favoriser et l'épanouir à travers différentes actions et modalités. Et par exemple, tout ce qui est autour, encore une fois, de l'échange, du partage, de réflexion, de partage d'actions autour de ce qui fait sens au travail. Comprendre aussi le multiculturalisme, tu vas mieux le dire que moi, multiculturalisme, à deux niveaux, hein, Christophe. Donc au niveau des... Parce que le multiculturalisme, si vous voulez, c'est chacun d'entre vous et chacune d'entre vous, vous êtes comme un iceberg. C'est-à-dire, on voit la partie émergée, donc là, on vous connaît, mais en fait, en dessous du niveau de flottaison, il y a une énorme masse qui vient de milliers d'années, d'une transgénérationnalité, etc. Par exemple, en Afrique du Nord ou même dans le sud de la France, vous aurez énormément de mal à signer un contrat. Les gens vont se réunir autour d'une table, on va blablater, on va négocier, etc. Et après, on top dans la main, c'est bon. Vous faites 1000 km pour aller à Londres, c'est time is money. Là, ça va être le temps circulaire, ça va être des contrats à n'en plus finir avec des avocats, etc. Un Breton ne réagit pas face à la notion, par exemple, du temps qu'un Corse, qu'un Japonais ou qu'un Brésilien, par exemple. Donc, c'est intéressant de comprendre qu'en fait, au sein même d'une équipe dans le fonctionnariat, il y a des gens qui sont d'origines différentes, avec des valeurs très enfouies différentes. Et on retrouve d'ailleurs ce multiculturalisme, par exemple, en fonction des institutions auxquelles nous appartenons. Il est assez courant d'entendre certains agents évoquer les difficultés de fonctionnement et d'articulation en fonction de l'institution ou du ministère auquel ils appartiennent. Les codes ne sont pas les mêmes, les langages ne sont pas les mêmes, or parfois la finalité est la même. Donc, il est clair qu'il faut vraiment avoir une ouverture et finalement se nourrir de cette approche multiculturelle plutôt que d'essayer d'imposer la sienne. Les Italiens, par exemple, ils quittent toujours les réunions avant la fin. C'est typiquement italien, ça. Ils arrivent en avance, mais ils quittent avant la fin. Faut le savoir. Si vous commencez à râler en disant... pardon. Ah bah.
permettent à chacun aussi de faire partie à part entière d'une dynamique collective et chacun vient y chercher quelque chose, chacun vient également apporter quelque chose à cette dynamique collective. On a aussi l'importance effectivement de différencier fondamentalement viser un but et vouloir atteindre ce but. Christophe, si tu veux illustrer. Pour moi, je demande vraiment à nos auditeurs et auditrices de bien se concentrer pour cette partie-là, parce que pour moi, elle est essentielle pour prévenir du burn-out. C'est dans mon expérience de coach que je vois au quotidien, c'est l'essence même. Imaginez que nous partions toutes et tous ensemble sur un bateau du Havre et qu'on décide d'aller à New York. On met les vivres qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut. Donc, on vise d'aller à New York. Et puis, l'une ou l'un d'entre vous va dire « Ouh là 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 là, j'ai complètement oublié, il faut absolument qu'on arrive avant le 20 décembre à New York parce que je dois rentrer à Paris, parce qu'il y a l'anniversaire de mon fils, etc. » Là, ça change tout. Pourquoi? Parce qu'entre l'intention de viser et de se laisser aller d'une certaine manière, et de vouloir atteindre avant une date donnée, on est en fait en train de vouloir atteindre un but, donc on est dans une projection dans le futur, on n'est plus dans le présent. Parce qu'après tout, on peut s'engueuler à bord, il peut y avoir une panne moteur, on peut avoir récupéré des réfugiés sur un canot, on peut être coupé en deux par un gros cargo. Donc vous voyez, en fait, les gens sont très stressés et paniqués parce qu'ils pensent qu'ils contrôlent les choses. Mais on ne contrôle rien à part nous-mêmes. Personne n'avait prévu la Covid. Personne n'avait prévu la guerre de ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement en Israël. On pense qu'on contrôle, parce qu'encore une fois, on est sous l'égide des chiffres. Et notre cerveau, il est un peu biaisé par rapport à ça. Mais on ne contrôle rien. Et le plus sûr moyen d'arriver à l'épanouissement et à la gratitude et aux récompenses, c'est de viser et de lâcher. Les plus belles choses qui sont arrivées dans votre vie, à chacune et à chacun, si, je vous le garantis, c'est quand vous y attendiez le moins. Donc, c'est très important de comprendre qu'il faille viser, bien sûr, tout mettre en œuvre pour atteindre New York. Mais après, à la grâce de Dieu, oui, Inch'Allah. Il y a une petite question qui est posée, effectivement, le multiculturalisme n'est-il pas mis à mal dans les sociétés actuelles qui cherchent à uniformiser et à coder nos moindres pensées? Mais on fait partie à part entière de ces organisations et de cette société. Donc, on a tous notre part à faire vers cette ouverture au multiculturalisme. Et ça peut commencer dans des pôles, ça peut commencer dans des équipes, ça peut commencer dans des directions. Et ça ne vient pas forcément de façon verticale, ça peut aussi être généré par chacun d'entre nous, puisque le collectif, c'est chacun d'entre nous réunis. Comprendre que notre activité n'est qu'un moyen de nous connaître, ça, nous l'avons évoqué tout à l'heure. Effectivement, c'est un moyen pour se connaître, un moyen pour se réaliser, mais en aucun cas, l'activité en tant que telle ne peut nous définir à part entière. Et tout est en vous et tout est autour de vous. Ça rejoint un petit peu ce que je disais, c'est-à-dire qu'on est toujours un individu dans un environnement. Cet environnement nous permet de nous nourrir un petit peu comme un arbre avec ses racines. Ses racines puisent dans l'environnement, de quoi faire prospérer la partie externe de l'arbre. Nous pouvons passer à l'intelligence corporelle. Christophe, l'intelligence corporelle? C'est l'intelligence du corps, c'est-à-dire c'est bien évidemment l'intelligence des sportifs, mais c'est aussi l'intelligence du chirurgien, c'est-à-dire c'est la minutie et l'agilité des mains, c'est l'intelligence du chirurgien, de la couturière, c'est l'intelligence encore une fois des grands sportifs, des bouchers, ça, on l'utilise énormément en cuisine, c'est ça, cette faculté à faire des maquettes depuis l'enfance vachement bien, à être avec son corps et surtout à ressentir les émotions. Et j'invite nos auditeurs, si vous avez un petit crayon à portée de main, je vous invite à aller sur Internet, regarder la carte des émotions d'un cabinet finlandais qui s'appelle Aalto. Et ça fait, ils ont concentré 10 années de recherche et ils ont fait une carte corporelle des émotions, parce que les émotions, elles sont dans le corps. Et vous allez voir que si vous sentez, grâce à cette carte, une douleur plutôt en bas du ventre ou plutôt là, vous allez comprendre exactement à quelle blessure ça correspond. Donc, c'est ça l'intelligence du corps. C'est vraiment d'utiliser son corps pas que comme un véhicule. On parle du cerveau, du nouveau cerveau de l'estomac, etc. Donc, ce corps, c'est vraiment, on est dans l'anima sano
L'anima sana in corpore sano, hein, c'est un esprit sain dans un corps sain, et pas au-dessus, comme le disait Descartes. Tout est lié, en fait. Alors, au niveau justement du travail, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de notre corps? Et là, tout dépendra aussi des besoins de chacun. Des exemples, hein, les bureaux qui vous permettent de travailler debout ou assis en fonction de vos besoins du moment. Parfois, travailler sur un ballon, ça peut aussi être judicieux pour sentir un peu les mouvements corporels et se connecter à autre chose que purement l'intellect. Les réunions debout et en mouvement, on fait des réunions assises, statiques, qui sont extrêmement rigides dans leur format. Soyons créatifs. Une réunion debout est une réunion en général qui dure moins longtemps et qui est bien plus efficace. Et servons-nous du mouvement. Les réunions avec des post-it, les réunions avec de la gestuelle, les réunions avec peut-être en dehors même des salles de réunion. Voilà, il faut innover pour rendre plus performant encore l'ensemble de la personne que nous sommes au travail. Les réveils anti-TMS, alors TMS, c'est les troubles musculo-squelettiques, les fameux troubles qui sont dus à de mauvaises postures. Là, on est un peu sur le versant ergonomique, mais nombre d'organisations font de la prévention à ce niveau-là avec les quarts d'heure prévention TMS, avec des exercices physiques qui nous permettent de détendre le corps avant d'avoir une position un peu plus sédentaire pendant quelques temps. Donc, ça va être l'assise, les bons réflexes, les études comportementales avec le body speaking. En fait, on parle bien plus qu'on ne le pense avec notre corps. Et on le sait en communication, les mots que l'on prononce, ça va être 8 à 10% de ce que va retenir l'autre. L'autre retiendra votre gestuelle, l'autre retiendra vos expressions. Et c'est là où la congruence va apporter plus de contenance à ce que vous dites. Donc, on voit que le corps, sous différents aspects, est très important. Et le corps, d'ailleurs, c'est celui qui vous fait sombrer en burn-out, c'est celui qui vous dit stop quand on n'a pas écouté tout le reste. C'est l'effondrement quand on se lève le matin. Comme tout à l'heure, je viens d'apprendre une de mes patientes qui s'est cassé la rotule, mais ça fait un moment que je lui dis qu'il serait grand temps d'aller voir son médecin. Là, du coup, elle a été voir son médecin. Donc, le corps parle. Avant qu'il ne parle sous forme de symptômes, prenons-en soin. Et notamment au travail, on est tous responsables de notre santé corporelle. Donc, c'est de l'intelligence corporelle. Je voudrais rajouter 2 petits points très rapides, Sabine. Le fait même de s'asseoir sur une chaise, c'est de l'auto-hypnose. Vous posez sur votre chaise machinalement, là, mais reposez-vous sur cette chaise en ressentant ce qu'il y a sous vos fessiers, sous votre fesse, dans votre dos. Faites corps avec l'environnement. C'est absolument indispensable. Les gens s'assoient trop vite, se lèvent trop vite, s'installent mal. Vous devez ressentir la matière. Et là, vous êtes ancré. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est comme on vous a expliqué avec Sabine que les émotions étaient dans le corps, le seul problème, c'est que les émotions positives, on les oublie parce qu'on est conditionné dans notre évolution à ne garder que les mauvaises nouvelles. Donc, il faut penser, ça aussi, ça prévient du burn-out, à faire un énorme effort pour dire miam, qu'est-ce que je suis heureux là de voir ce coucher de soleil, qu'est-ce que je suis heureux de ce geste qu'on m'a fait dans la boulangerie en me souriant, etc. Il faut tout faire pour dire miam, miam, miam. Et moi, je fais faire très souvent un exercice, c'est de noter les bonnes nouvelles tous les jours ou les moments de gratitude qu'on vous donne. Parce que malheureusement, les émotions, ma chère Sabine, c'est toi qui le dis mieux que moi, ça glisse, c'est comme du téflon. Les bonnes émotions, oui. Et les émotions négatives, ça fait comme du velcro. Plus vous en donnez à votre cerveau, plus il en demande. Donc, à nous de reprendre la main un petit peu sur effectivement nos pensées et nos émotions. Alors, quand tu parlais de sentir le dossier, etc., et les pieds par terre, ça vous donne un ancrage. Vous allez voir que si vous avez de la tension ou autre, parce que vous allez intervenir en réunion, ne serait-ce que bien de bien sentir votre corps et notamment les 2 pieds par terre bien ancrés, ça donne une verticalité à la respiration et ça vous permet d'être beaucoup plus dans l'instant présent. Alors, je vous propose que nous passions à l'intelligence intrapersonnelle. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire la petite phrase, mais que j'aime beaucoup. J'ai peur d'une surprise si je fouille un peu trop profond en moi. Donc, le petit Kinder va nous aider à définir, Christophe, ce qu'est l'intelligence intrapersonnelle.
L'intelligence intrapersonnelle, c'est l'intelligence pivot des autres intelligences. Parce que vous l'avez déjà compris, ces intelligences se corrèlent entre elles. Dans une activité, d'ailleurs, vous avez plusieurs intelligences. Mais celle-ci, c'est la plus importante, parce que je vais vous poser une question. C'est la première question que je pose à tous mes coachés. C'est qui, pour chacune ou chacun d'entre vous, la personne la plus importante au monde? La plupart des gens vont me répondre: ah, ben il n'y en a pas qu'une, il y en a deux, il y a mes enfants, il y a mon mari, il y a mon amant, il y a ma maîtresse, il y a mon chien, il y a ma mère, etc. Non, 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 non. Pour chacun d'entre nous, la personne la plus importante au monde, c'est chacun d'entre nous. Si je m'aime, je pourrai mieux aimer les autres. Sinon, je vais être dans un système de projection. Et c'est ça le challenge de toute une vie. C'est qui suis-je? Pourquoi je suis venu au monde? Quel est le sens de ma vie? Et de quoi j'ai hérité dans ma transgénérationnalité ou dans les codes parentaux ou à l'école, etc. Mais qui suis-je vraiment? Et si j'apprenais à me connaître vraiment? C'est ça l'intelligence intrapersonnelle qui s'appuie bien sûr sur les autres intelligences. Alors d'ailleurs, moi j'ai une question un peu différente de la tienne, mais au final ça se rejoint. Je demande souvent aux personnes que j'accompagne: à qui dites-vous bonjour en premier le matin? Et effectivement, bah, c'est soit le chien, soit le conjoint, soit… Et en fait, si on se dit bonjour à soi déjà en premier, on ouvre après les champs des possibles. C'est les 3 qualités de présence dont on a parlé au deuxième volet: la qualité de présence à soi-même, la qualité de présence à l'autre et la qualité de présence à son environnement. Si on s'oublie soi, on ne va pas être dans un rapport qualitatif à l'autre et on va aller dans des environnements qui vont être promesses de réparation de quelque chose qui est abîmé en nous et on n'ira pas sur les bons territoires et on sera forcément déçu. Donc, prenons soin de nous déjà, d'abord en tout premier lieu. Ça, c'est important. On peut faire des petits exercices, on sourit dans le miroir le matin, puis on souhaite une bonne journée. Bon, ça ne coûte rien. C'est beaucoup plus difficile à faire qu'on ne peut l'imaginer, mais je vous invite vraiment à le pratiquer. Deux exemples rapides, ma chère Sabine. Les drivers de l'enfance. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée avec une coachée qui était complètement burn-out. Elle avait entendu parler de moi, elle vient me voir. À peine elle arrive chez moi, je vis dans une maison en plein Paris, c'est là que je reçois. Elle me dit: oh, mais vous avez pété cette cloison, vous avez fait ci, vous êtes orienté. Je me rends compte qu'elle a une intelligence visuelle spatiale, on en parlera après, très très forte. Et puis au fur et à mesure qu'elle prend confiance en elle, elle me dit: ah oui, mais je me souviens quand j'étais enfant, j'étais chef de classe, j'organisais toujours des goûters, etc. Elle explique ainsi qu'elle avait une intelligence interpersonnelle. Bilan: elle a envoyé un seul CV, elle a été prise chez un grand opérateur immobilier pour vendre des appartements atypiques, qui mettaient en évidence ces deux intelligences qu'elle avait depuis l'enfance. Et le deuxième exemple que je voulais donner, vous avez peut-être vu un reportage à la télévision sur ce qu'on appelle les Blue Zones. C'est 6 endroits dans le monde où il y a le plus grand nombre de vieux en bonne santé, de centenaires en bonne santé. 6 endroits dans le monde. Eh bien, ces 6-là, ils appliquent une très bonne nourriture, on le verra, une intelligence naturaliste, une intelligence relationnelle, de la marche tous les jours, la kinesthésie qu'on a vue, et l'existentialité. C'est les 4 points communs dans ces 6 endroits au monde où on meurt centenaire et en bonne santé. Alors, j'ai vu, Alexandre nous a mis une petite question. Si c'est OK, j'y répondrai après, puisque là, on n'est plus trop sur le logico-mathématique, mais c'est une question très importante, d'actualité très intéressante. Donc, relancez-moi si j'oublie d'y revenir. Je vous propose effectivement de développer l'intelligence intrapersonnelle au travail, quelques petites astuces. Donc, comprendre mes émotions au travail, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais les émotions au travail sont vraiment une source de productivité, entre guillemets. Donner du sens à son travail, se questionner, qu'est-ce que je viens chercher au travail? Parfois, moi, on me répond, bah, écoutez, moi, le sens que je donne au travail, c'est le salaire que je gagne. OK. Et ce salaire, qu'est-ce qui vous permet d'épanouir comme type d'intelligence? Alors, je ne questionne pas vraiment comme ça. Mais du coup, ça donne un sens au travail aussi. Et pourquoi pas? Très bien. Travailler et questionner mon rapport au travail. Est-ce que mon travail, c'est mon identité? À partir du moment où le travail devient l'identité avec un grand I, il faut se poser vraiment des questions parce que c'est le meilleur chemin pour aller vers le burn-out. Donc, attention.
considérons que le travail est une part de notre identité, mais souvenez-vous, quand vous étiez petit, il y a des tas de choses que vous faisiez qui vous faisaient du bien, qui vous permettent de vous réaliser et que vous ne faites plus en étant adulte. Refaites une place à l'enfant que vous étiez pour rééquilibrer un peu la cale du bateau pour éviter qu'il ne prenne l'eau. Voilà. Et puis, comment mon chemin personnel s'inscrit dans ce que je fais et dans ce que je veux devenir. C'est important aussi, c'est une dynamique et on est le principal acteur de notre dynamique, y compris au travail, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je vous propose que nous passions donc à l'intelligence interpersonnelle. Alors, Christophe, l'intelligence interpersonnelle? C'est cette intelligence relationnelle, cette faculté que certaines personnes ont de créer du lien. Voilà, mais j'ai retenu une petite phrase que je voulais absolument partager avec nos auditeurs. C'est cette phrase magnifique qui s'appelle « C'est celui qui dit qui est ». Vous savez, cette phrase de la cour de récréation, ça fait plus de 10 ans que je suis coach de vie. Je crois que c'est la phrase la plus forte de ma vie, en fait. Parce que quand vous reprochez quelque chose à quelqu'un, le fameux « c'est celui qui dit qui est », c'est qu'en fait, c'est à vous que vous parlez. Donc, la question, c'est qu'est-ce que je vois chez l'autre que je n'aime pas chez moi? Si votre chef vous emmerde ou un collaborateur vous emmerde, il est là sur votre chemin de vie pour vous faire grandir. Donc, soit vous le voyez comme un obstacle, soit vous êtes comme l'anguille au milieu des rochers et vous dites, mais pourquoi il est là sur mon chemin de vie? En fait, qu'est-ce que je vois chez lui que j'aimerais avoir et que je n'ai pas? Ça change tout, ça. Parce que ça permet de dégonfler la pression. Ah, il faut un peu d'effort par rapport à son ego. Mais je peux vous dire que moi, je le pratique assez souvent, je le fais pratiquer à mes coachés, ça change énormément de choses. Parce que l'univers va vous mettre sur votre chemin de vie des emmerdeurs, des emmerderesses. Bon, on peut les appeler comme ça, chacun est le con de quelqu'un. Mais ces gens sont là pour vous faire grandir. À partir du moment où vous allez prendre cette posture du « c'est celui qui dit qui est ». Je vous jure que ça change tout. Ça change tout. Alors justement, dans le travail, comment est-ce qu'on peut développer cette intelligence interpersonnelle? Et ça arrive très souvent dans les accompagnements de situations délicates au travail que les personnes me disent: «Oui, je reçois beaucoup de reproches, on me fait beaucoup de récriminations que je ne comprends pas». Donc toujours effectivement favoriser l'écoute active pour dire: «Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de me dire, expliquez-moi». Donc on ne prend pas, on ne se justifie pas de suite puisque de toute façon on ne comprend pas déjà le reproche qu'on reçoit. Donc, c'est toujours favoriser la communication avec l'écoute active. Les temps informels qui sont très importants également, c'est là où se traitent beaucoup de problèmes formels se traitent dans les temps informels, mais il y a aussi la créativité, la flexibilité qui naissent des échanges dans ces temps informels. Trop souvent maintenant, les gens ont dans leur petit tiroir les petites capsules avec la petite bouilloire sur le coin et ne vont plus dans ces endroits, voire même ces endroits disparaissent. Récemment, je suis intervenue dans une organisation qui ont refait à neuf des locaux qui sont absolument magnifiques. Ah, mais il y a quelque chose qui a disparu, c'est le self. Et pourtant, le self était un endroit de régulation. Donc, il faut penser à ces endroits informels qui sont très importants, des temps d'échange et de régulation aussi autant que faire se peut, notamment quand il y a eu des temps de surcharge de travail, quand il y a eu des gros dossiers, des grosses affaires, un manque d'effectifs, etc. Il faut en parler, il faut remettre de l'échange et pas de la discussion entre les personnes. Tu voulais parler peut-être, Christophe, de ce qu'on appelle les team building ou World Café? Non, parce que pour gagner du temps, oui, ça tout le monde connaît, mais pour gagner du temps, je voulais vous raconter une anecdote pour rendre cet échange plus vivant. Steve Jobs, à un moment donné, il monte un bureau de cinéma, enfin une société de cinéma qui s'appelle Pixar. Et Toy Story 1 gagne tellement d'argent qu'il appelle son directeur général, John Lasseter, et il lui dit « Tu vas me construire des studios ». John Lasseter, certainement intelligence logique mathématique, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir à Hollywood, il voit qu'il y a des studios séparés, donc il revient avec un plan avec des studios séparés. Et là, Steve Jobs pique une colère noire, comme il avait coutume de le faire, et lui dit « T'as rien compris, moi je crois en la sérendipité ». La sérendipité, c'est quoi? C'est quelqu'un a une idée A, et on favorise la rencontre avec une autre personne qui a une idée B, et va naître une idée C qui est féconde. La sérendipité, c'est de créer des espaces de rencontre fortuits presque. Et ça, c'est une des clés de l'intelligence interpersonnelle.
Bien sûr, après, il y a les team building, les choses comme ça, favoriser le bottom-up, mais j'aime bien cet exemple Oui. d'Apple. Parce qu'on est bien d'accord qu'organiser un team building ou un séminaire ou encore un World Café, si en dehors de ces temps privilégiés, il n'y a pas cette dynamique d'échange et de mise en discussion des idées, quelque part, ça fait un effet pire que s'il n'y avait rien eu, hein, parce que ça vient entrechoquer une culture qui n'est pas à la hauteur. L'intelligence visuelle spatiale, Christophe, qu'est-ce que tu peux nous en On l'a un dire? peu évoqué, c'est cette faculté qu'ont les gens de savoir bien dessiner, de se repérer dans l'espace, c'est l'intelligence des architectes, des décorateurs, des pilotes, des navigateurs. Vous voyez, encore une fois, on l'a en nous et on est en train de la perdre totalement avec nos applications. C'était, voilà, on sait à peu près où est l'Est, où est l'Ouest, on se souvient, on a une mémoire visuelle, spatiale, on se souvient que la rue était là, etc. Donc, c'est vraiment cette mémoire-là qui est très importante et cette intelligence est très importante. Et encore une fois, on peut la développer. Je vous ai montré comment elle avait changé la vie d'une de mes coachées quand elle a compris qu'elle l'avait en elle. Voilà, c'est tout ça l'intelligence visuelle spatiale. Et au niveau du travail, justement, il y a des petites astuces qui permettent d'épanouir aussi cette intelligence visuelle et spatiale. Moi, je conseille souvent de changer d'itinéraire entre le travail et le domicile et vice-versa pour justement s'ouvrir à d'autres environnements et se nourrir avant d'aller au travail ou se nourrir des 5 sens sur le chemin et sur le trajet, varier les modes de transport, etc. C'est important. Préparer et accompagner les déménagements parce que effectivement, quand on travaille dans un environnement, il y a cette intelligence visuelle et spatiale qui intervient. Il y a eu de grosses décompensations des personnes qui se sont épuisées à se suradapter à des changements qui n'avaient pas été préparés. Quand on passe d'un petit bureau cosy où on était seul à un environnement très vitré, en open space, maintenant avec le flex office, c'est-à-dire qu'on ne peut plus personnaliser son espace de travail, ce sont des changements qui peuvent être très violents et qui viennent finalement heurter un peu cette intelligence visuelle et spatiale. Donc ça se prépare et c'est très important de prendre le temps de le préparer. Et puis, c'est l'aménagement aussi, l'aménagement des espaces de travail avec des œuvres d'art, par exemple, sur les murs. Ça paraît tout bête, mais l'environnement spatial est extrêmement important. L'intelligence naturaliste. Alors là, on en voit un qui est très motivé sur le bureau. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'intelligence naturaliste? C'est encore une fois une intelligence qui vient de très très loin. Hein. Reconnaître les baies, savoir comment se nourrir, quoi chasser, etc., etc. Donc c'est l'intelligence de la nature au sens large, des animaux, de l'évolution, mais c'est surtout par rapport au burn-out, la prévention du burn-out, je voudrais insister sur un point, c'est aussi l'intelligence de l'alimentation. Et je voulais vous raconter cette anecdote parce que je suis effaré que dans des entreprises ou dans des grands groupes, on ne l'applique pas. Figurez-vous qu'il y a eu une étude très sérieuse aux États-Unis il y a quelques années où vous aviez une 50aine de détenus qui avaient fait à peu près le même crime et qui méritaient de prendre entre 5 ans et 10 ans de prison. Eh bien, figurez-vous que tous ceux qui sont passés devant le juge et les jurés à l'américaine, hein, vous avez vu ces films-là, tous ceux qui sont passés entre 9h du matin et 9h30 du matin, ils ont pris 5 ans de prison. Ceux qui sont passés entre 10h30 du matin et midi, ils ont pris 10 ans de prison. Ceux qui sont passés entre 14h et 16h, ils ont pris 5 ans de prison. Ceux qui sont passés après 16h, ils ont pris 10 ans. Pourquoi ? Parce que les juges avaient mangé. Et en fait, lorsque vous mangez, vous prenez donc du glucose. Ce glucose va dans le foie, il est transformé ensuite par l'insuline du pancréas et ça donne des neurotransmetteurs. Et imaginez cette image, c'est comme si vous aviez une poire de volonté. Donc le matin, vous vous levez, hop, le café, les tartines, les céréales, etc. Blop, 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 ça remplit la poire de volonté. Puis vous commencez à tirer dessus en disant comment je m'habille, où est-ce que j'ai mis mes clés, quand vous conduisez. Donc déjà, ça, hop, ça tire un peu. Donc les juges et les jurés, lorsqu'ils ont vu les premiers criminels, ils se sont dit, waouh, t'as assassiné ton mec, c'est pas grave, allez, prends 5 ans, ça. Mais au fur et à mesure de réfléchir sur les cas sans se nourrir, ils ont baissé leur gestion du stress et du self-control, et ils ont dit aux autres, vous allez prendre 10 ans. À midi, ils ont remangé du sucre.
Donc, les autres cas qui sont arrivés n'ont pris que 5 ans. La poire de volonté était encore bien, puis ils ont tiré dessus, passé 16 heures, tu prends 10 ans. Donc, la manière de. Quand vous voyez Rafa à chaque changement de côté et manger, ce n'est pas pour les muscles. C'est pour qu'il soit alimenté en glucose de telle manière à ce qu'il y ait une connexion directe entre la gestion du stress et du self-control et l'alimentation. C'est pour ça que dans les avions long courriers, on vous donne tout le temps à manger. Sinon, vous finiriez par égorger l'hôtesse de l'air et le pilote, tellement il y a des stress dans les avions, par le confinement, par tout ça, etc. Donc, c'est très important de comprendre ça, si je puis me permettre. Il faut toujours bien se nourrir. Et les Anglais, il faut leur reconnaître quand même certaines choses. Pourquoi ce sont les rois du self-control? Mais parce qu'ils bouffent tout le temps. Le matin, c'est les œufs au bacon, etc., bourrés de sucre. À 10 heures, ils prennent un cake. À midi, ils reprennent leur truc, là, leur tomato baked beans, machin, bourré de sucre. À 16 heures, ils reprennent un cake. Et ils dînent à 18h30. C'est les rois du self-control. Bon, dans les avions, ils ne donnent pas à manger très souvent, ils vendent à manger très souvent de plus en plus. Quoi qu'une relation, Sabine. L'intelligence naturaliste au travail, ça va passer par des aménagements d'espaces verts. Tout le monde ne peut pas avoir un bureau tel que celui qui vous est présenté, mais on peut faire en sorte de l'aménager avec des mises en discussion dans la mesure où maintenant, encore une fois, ce sont des flex office la plupart du temps. Possibilité d'emmener son animal de compagnie au bureau, ça se fait de plus en plus et c'est vraiment quelque chose qui est encore à la marge, mais qui est vraiment vertueux, non seulement pour le propriétaire et pour l'animal, mais aussi pour les collègues. Opter pour venir à vélo, à pied, pour découvrir l'environnement. Pourquoi pas faire des réunions en plein air de plus en plus? On a des environnements autour des lieux de travail qui sont agréables, profitons-en. Et puis enfin, manger régulièrement, comme vous l'a dit Christophe. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu. Au Japon, oui. C'est un art, ils appellent ça les bains de nature. Ouais. Et encore une fois, c'était l'une des intelligences qui permettent de vieillir vieux et en bonne santé dans les blue zones. Ouais. Alors, nous avons encore quelques intelligences à traverser, entre guillemets, à évoquer en tout cas. L'intelligence musicale, Christophe. C'est celle du rythme et de la musique. Là aussi, on l'a depuis longtemps. Fouillons-nous au rythme des tam-tams. On écoutait avant tout. Est-ce que vous savez pourquoi on chante des berceuses pour endormir les enfants? N'importe qui peut endormir l'enfant de n'importe qui. Parce que lorsque nous étions Homo sapiens sapiens, on était des nomades et on se réfugiait dans des grottes pour pas être bouffé par des cannibales, l'environnement était très hostile. Et devant l'entrée de la grotte, on mettait un guetteur qui avait pour mission de chanter toute la nuit. Tant qu'il chantait, on pouvait s'endormir. Ça a permis à notre cortex préfrontal de se développer, ça puis l'invention du feu, bien sûr, qui a permis de digérer les aliments plus rapidement et de faire monter l'énergie au cerveau. Et ça, c'est un héritage qu'on a. Et l'exemple de Rafa, pourquoi on a beaucoup parlé de mon premier livre, c'est qu'à un moment donné, je le regarde, je lui dis, mais j'ai l'impression que tu ne regardes pas la balle. Il dit, non, je ne la regarde pas. Dans toutes les écoles de tennis, on va dire, regarde la balle, regarde la balle. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais moi, j'écoute le son que fait la balle. Il écoute le son que fait la balle, ça veut dire qu'il fait confiance à une expertise de 360 degrés. Le regard, c'est 160 degrés. Donc, non seulement il centre à chaque fois parfaitement la balle, mais il écoute les pas de l'adversaire. Et vous savez pourquoi? Parce que son grand-père était violoniste. Si vous cherchez bien dans vos familles, il y a toujours un musicien ou une musicienne. Vous avez ça en vous. Elle vient de très très loin, cette intelligence. Alors justement, l'intelligence musicale au travail, ça peut être le choix de travailler en musique, soit individuellement avec des écouteurs, soit au niveau de l'open space. Hein. On sait qu'à ce moment-là, il faut que ce soit décidé de façon collective. Favoriser la musique, pourquoi pas dans les espaces tels que les halls, les selfs, les espaces cafés. Alors pas les musiques de supermarché qui sont de la saturation auditive, mais plutôt peut-être du classique ou du jazz. On sait que le piano peut avoir des vertus, notamment très apaisantes. Et puis, favoriser l'écoute. L'écoute, quand on écoute, il y a une musicalité dans ce qu'on entend. Dans la discussion, dans les échanges, dans le verbe, il y a une musicalité. Et puis, il y a aussi des exercices d'auto-hypnose qui sont très intéressants pour faire abstraction du bruit environnant qui pourrait être vécu comme parasitant. Et là, en l'occurrence, il y a des exercices qui sont très riches. Il y a pas mal de petits bouquins sur l'auto-hypnose. Comment faire d'un bruit parasitant un bruit finalement qui sera plus confortable. Et il y a beaucoup de possibilités parce que c'est à nous de décider ce qu'on fait de ce qu'on perçoit.
L'intelligence du temps, c'est donc l'intelligence, Christophe, que tu as ajoutée toi aux Oui, 9 intelligences de Gartner. Est-ce que tu peux j'ai nous évoquer l'intelligence? j'ai interviewé donc il y a 4-5 ans plus de 650 champions pour connaître leurs secrets, et notamment à chaque fois il y avait l'intelligence du temps, c'est-à-dire le temps vécu, le temps perçu. Le problème, c'est que dans notre évolution, et je vois qu'il nous reste 9 minutes, donc je me dépêche, le problème, c'est que dans notre évolution, on ne retient que les mauvaises nouvelles. On ne retient pas les bonnes nouvelles. Mais alors, je vais juste insister sur le temps circadien pour que vous compreniez la courbe avec celle de l'alimentation. Où que vous soyez dans le monde, quelle que soit la nationalité, la race, etc., tout ce que vous voulez, bref, de 6 heures du matin à midi, vous serez hyperbombe dans les tâches rationnelles. De midi à 15 heures, ne cherchez même pas à faire une réunion pour faire du jus de crâne, etc. Il n'y a plus aucune rationalité. Elle a chanté. Et elle revient à partir de 15 heures. Donc, c'est hyper important de comprendre qu'entre midi et 15, d'abord, il faut faire la sieste, mais il faut aussi peut-être faire des réunions plus de brainstorming, un peu délirant, etc. Mais surtout, ne faites pas de rationalité, ça ne sert à rien. Voilà, et c'est surtout des temps qu'on prend, par exemple, nous, en formation, quand on fait des formations, c'est les moments où on va créer des jeux interactifs, etc. Petite parenthèse, on est désolé que ce soit à 13h, entre 13 et 14h qu'on se voit, et j'espère que vous n'aurez pas trop fait la sieste. L'intelligence du temps au travail, l'autonomie, favoriser l'autonomie. Si on pouvait se caler un petit peu, par exemple, sur le modèle Montessori, on donne aux enfants ce qu'il y a à faire dans la semaine et c'est à lui de s'organiser, de planifier, de gérer ses priorités. On lui laisse l'autonomie de gérer le temps. Alors, parfois, ce n'est pas possible parce qu'il y a des tâches qui sont à faire dans un timing qui est déterminé. Dans ces cas-là, et on l'a vu notamment dans la conférence précédente, on a des outils, notamment la matrice d'Eisenhower, qui est très intéressante pour pouvoir remettre un temps rationnel à une tâche. Donc, on va prendre 2 variables, l'importance et l'urgence de la tâche, et ça va nous permettre une réelle priorisation. Petit focus sur la procrastination. On tire à boulet, je ne connais plus l'expression, on tire souvent sur la procrastination qui est remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Moi, je trouve que c'est un formidable moment d'élaboration, un formidable moment de création et de créativité. La procrastination, laissons le temps au cerveau d'imaginer, de tricoter, de tâtonner, de créer, de tisser quelque chose. Cessons d'être systématiquement dans l'urgence. Alors vous allez me dire, oui, mais souvent on me dit c'est urgent, c'est TTU, très très urgent. Oui, c'est toujours très urgent. Seulement, à partir du moment où on demande à la personne d'évaluer son degré d'importance et le degré d'urgence de sa demande, ou encore sur des échelles toutes bêtes de 1, très peu important finalement, à 10, extrêmement prioritaire, vous faites évaluer à la personne le degré d'importance de sa tâche et vous allez voir que bien souvent, il va réguler un peu les choses. Mais je vous invite encore une fois à revenir à la conférence de la semaine dernière qui évoque cette notion d'urgence qui pollue complètement notre quotidien professionnel. Voilà, donc si vous favorisez l'autonomie, et ça va me permettre de réagir justement à la question qui a été posée, que je vais lire à haute voix. Qu'est-il enseigné dans le management qui préserve tant le quantitatif? N'est-il pas plus simple de commencer par là et de ne pas laisser seules les formations guérir ces situations? Alors, pour faire du coaching managérial, moi, j'accompagne les managers dans ce qu'on appelle une vision du management situationnel. On ne part pas d'un principe, il faut manager comme ça, on part de quelle est mon équipe, quels sont les éléments de mon équipe, quel est le degré d'autonomie de chacun en fonction des tâches qu'il a à faire et j'adapte mon management à chaque personne et à chaque mission de chaque personne de mon équipe. Je crois que on en parle également dans la première conférence. Donc, il y a des moyens de faire du management situationnel. C'est un outil en or pour préserver la santé de ses collaborateurs. Et c'est à portée de tout le monde. Alors, pour conclure, on retrouve le dessin de la cornemuse, Christophe. Alors déjà, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, managerer en latin, ça veut dire accompagner à l'écurie.
Et bien évidemment qu'un patron, un chef, ça doit pouvoir accompagner, ça doit pouvoir développer le bottom-up. Alors pourquoi j'ai pris cette cornemuse? Je pensais avant à cette expression de Raymond DeVos qui disait « À quoi ça sert de prouver qu'on est quelqu'un alors qu'on est plusieurs ?» Imaginez que ce qui est gonflé dans une cornemuse, ça soit tout votre stress et tout ce qu'on accumule toute la journée. Le problème, c'est qu'on est la plupart du temps une cornemuse avec un seul tuyau. Donc, ça fait comme un effet Venturi. C'est-à-dire cette tension, elle ne peut pas se dissiper. Elle ne peut pas se transformer en une forme d'alchimie. Elle est dans le quantitatif. Voilà, la performance, la réussite. J'ai qu'un seul tuyau, la réussite sociale, etc. Si vous venez y mettre d'autres tuyaux comme ces intelligences, la cuisine, le chant, la nature, l'existentialité, vous allez voir que vous allez créer des soupapes de décompression mieux. Vous allez aller de plus en plus vers le qualitatif. Je me fais un peu de pub puisque Sabine y a participé. Je sors le 4 janvier prochain les 100 meilleurs exercices d'auto-coaching dans le monde. Aux éditions Très Daniel Diateno. J'ai mis donc un peu justement des tests sur les intelligences multiples et toutes petites astuces, plein d'astuces comme celle que Sabine vous a délivrée aujourd'hui sur comment aller mieux, des exercices simples, ludiques, pour vous permettre encore une fois de dégonfler le truc, de devenir l'alchimiste de votre vie, de transformer tout ce lot de stress, etc., en quelque chose de fécond. Oui, vous êtes 10 fois plus intelligent que vous ne l'imaginez. Voilà, merci Christophe pour cette conclusion. Nous espérons que finalement, on a pu contribuer ou on peut contribuer à la prise de conscience qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par soi-même, ce qui ne retire rien aux responsabilités partagées avec les organisations, bien sûr. Mais là, ces 3 volets étaient vraiment axés sur qu'est-ce qu'on peut faire soi-même par rapport à la prévention du burn-out. Est-ce qu'il y a des questions peut-être ou Alexandre? Je vais bien sûr remercier la mutuelle des métiers de justice de oui, la MMJ. permis de parler. Vraiment merci. Et oui, effectivement, merci beaucoup à la mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité pour cette qualité et merci Sabine d'avoir pu nous accompagner sur ces 3 rendez-vous. Je rappelle que dans le chat en partie haute de l'écran, il y a la possibilité de pouvoir retrouver les replays des 2 autres conférences et il y aura dès ce soir le 3e, celui qu'on est en train de réaliser maintenant. Comme ça, vous aurez aussi le document précieux que Sabine a pu créer avec ses autres compagnons d'armes. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions tout particulièrement pour le moment. Je laisse encore quelques instants peut-être aux personnes pour libeller ces questions dans le chat si elles le souhaitent. Et puis, nous avons l'opportunité aussi de lancer tout de suite le sondage qui va nous permettre tout simplement que les personnes s'expriment sur la satisfaction de ce rendez-vous. J'en suis sûr, elle sera bonne. Merci à vous. Je vous laisse encore quelques instants pour regarder le chat aussi et peut-être lire ces extraits positifs qui sont beaucoup de remerciements pour tous ces repères. Merci beaucoup Christophe pour l'ensemble de ces exemples concrets que vous avez pu nous donner. Et puis Sabine aussi, je vous laisse tranquillement repartir vers d'autres cieux avec l'opportunité bien sûr de nous recroiser, j'espère prochainement sur Apivisio, bien sûr. C'est un sondage qualitatif ou quantitatif? C'est de l'intelligence logico-mathématique ou... Non, on est plutôt sur de la satisfaction, effectivement. Christophe, merci. Quel devrait être le score? Je vous le transmettrai, mais il n'y a pas de règle. Ne vous inquiétez pas. Merci Alexandre pour votre accompagnement sur ces 3 sessions. Et à bientôt. Oui, au plaisir de vous accueillir sur Apivisio. Et bien sûr, à nouveau, un grand merci à notre acteur qui nous a réunis aujourd'hui, la mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité. Bonne fin de journée à vous.